Bonjour, merci de votre fidélité à notre émission L'Arche de l'Histoire. Je vous propose aujourd'hui un nouveau voyage dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la chrétienté, en étudiant non pas un événement ou une période ou bien encore une époque, mais en étudiant un style d'art, à savoir l'art roman, qui est extrêmement présent en France, qui a beaucoup marqué notre pays. L'art roman, comme son nom l'indique, provient d'Italie, notamment de la région de Rome, et il s'est notamment épanoui dans ce XIe siècle, entre les années 1030 et 1130. C'est là qu'on a la plus grande florescence de l'art roman, mais bien évidemment, ça dépasse largement le cadre du XIIe siècle, et on peut trouver des bâtiments que les historiens de l'art qualifient de romans, qui ont pu être établis au XIIIe, XIVe siècle. Dans l'art roman, il y a aussi, comme à chaque fois dans l'art, une volonté de reconstruction, parce que en réalité, ce terme d'art roman ne date pas de l'époque du développement de cet art, mais a été forgé beaucoup plus tard, au XIXe siècle, par un Français, un archéologue français du nom de Charles de Gerville, qui a forgé ce terme d'art roman en 1818. Vous savez que le 19e siècle, c'est le grand siècle de l'archéologie, c'est le grand siècle de l'histoire, et c'est le siècle où on essaye de classifier les choses et de leur donner à la fois un cadre et une dénomination. Et c'est pendant ce siècle qu'on a donc forgé ces termes d'art roman, d'art gothique, qu'on a également forgé l'expression Moyen-Âge, où on a donc cherché à faire entrer les choses dans des cadres. Ça a un avantage, c'est qu'on peut ainsi classifier et donc mieux comprendre les événements et les différentes formes architecturales et stylistiques, même si par la suite, au cours du XXe siècle notamment, les historiens ont été amenés à revoir un petit peu ces cadres, à les repositionner, parce que il pouvait y avoir quelques jugements un petit peu hâtifs. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas un grand mouvement d'art roman qui serait uniforme et qui serait similaire dans l'ensemble des pays d'Europe. Il y a différentes formes d'expressivité de l'art roman, que l'on soit en Italie, en France, en Allemagne. On a également des représentations en Espagne, au Portugal et puis dans l'Europe du Nord, que ce soit en Angleterre ou dans les Pays-Bas actuels. Chaque région a son style, et à l'intérieur des pays, pour la plupart, les pays n'existent pas en tant que tels, eh bien, enfin comme on l'entend aujourd'hui, à l'intérieur de ces pays, chaque région a aussi son propre style. L'art roman bourguignon a ses caractéristiques différentes de l'art roman auvergnat, normand ou alsacien. Donc on se doit là aussi de faire des micro-analyses, des analyses à échelle beaucoup plus restreinte pour en voir toutes les particularités. Il y a néanmoins quelques caractéristiques communes, notamment l'usage de la pierre. Pour l'essentiel de ces bâtiments, ce sont des bâtiments qui sont en pierre et non pas en bois, en torchis ou en briques, mais la pierre est bien l'élément principal. Et il est vrai que très souvent l'art roman, dans l'architecture du moins, concerne essentiellement l'art religieux. Rares sont les monuments civils qui se réfèrent à l'art roman, même si... alors pourquoi? Probablement parce que une partie des monuments civils étaient réalisés en bois, notamment les maisons dans les villes, et ceux-ci ont disparu. Et d'autre part, d'autres monuments enfin civils ont été retransformés par la suite. Donc ils pouvaient être romans à l'origine, et puis au fil de temps, soit ils ont été détruits lors des développements de l'urbanisme, soit ils ont été modifiés, on a agrandi les portes, les fenêtres, les pièces, et donc ce qu'il y avait de romans a quasiment disparu, alors que les bâtiments religieux, pour une grande partie, sont restés tels quels. Enfin, si on pense aux cathédrales par exemple, que ce soit la cathédrale des grandes villes françaises, la plupart des cathédrales avaient une cathédrale d'art roman qui a été rasée pour être agrandie. Alors soit rasée complètement, soit on est reparti de ce plan existant pour l'agrandir. Et donc aujourd'hui, on a souvent des anciennes parties qui datent du XIe, XIIe siècle, et puis les nouvelles parties, telles que l'on voit le plus fréquemment, notamment quand on pense aux grandes cathédrales d'art français, comme Notre-Dame de Paris, comme Tours, comme
Chartres également, eh bien ces cathédrales ont été reconstruites. Mais il est vrai que dans la plupart des petites églises de campagne, par exemple, dans les ermitages, dans les monastères, là il n'y a pas eu de reconstruction, on est resté avec ces bâtiments, et donc c'est pour cela qu'on a une permanence. C'est quand même un trait caractéristique de l'histoire, c'est que pour qu'on puisse voir un bâtiment, pour qu'on puisse voir un objet, il faut qu'il ait traversé le temps. Et si le bâtiment est absent, c'est pas forcément parce qu'il n'y avait pas de bâtiment, mais peut-être qu'il a été détruit ou bien remodifié. Autre élément aussi entre réflexion, le fait que l'art roman n'est pas uniquement architectural, mais il touche l'ensemble des formes de l'art. Ce sont également les objets, par exemple les coffrets, les objets, les statuettes, les statues, les décorations aussi. Ce sont les sculptures que l'on peut avoir notamment sur les édifices. Alors ces objets sont très souvent soumis aux aléas du temps. Il est vrai que tout ce qui peut être coffré en ivoire, en bois, en pierres précieuses, bon, tout ça a pu disparaître parce que les guerres et puis les aléas ont fait que nous avons peu de traces de ces productions. En revanche, pour les sculptures, notamment celles qui sont sur les façades des bâtiments, là, on a encore des traces. Mais c'est vrai que lorsqu'on pense à un roman, on pense généralement à église romane, c'est souvent l'image qui vient le plus souvent à l'esprit, alors que c'est beaucoup plus vaste et que ça concerne d'autres éléments. Je vous ai dit que dans l'art roman, il y avait l'usage de la pierre qui était un des éléments les plus caractéristiques. Il y a d'autres éléments, bien entendu, notamment ce que l'on appelle la voûte en berceau. La voûte en berceau, donc vous savez que souvent on oppose le roman et le gothique par rapport à l'usage des voûtes. Et on dit que le roman c'est la voûte en berceau, ce qui va faire des toits peu élevés, enfin surtout des plafonds peu élevés et des bâtiments assez renfermés avec des petites fenêtres parce que on n'a pas la force suffisante pour faire des grandes élévations et de grandes ouvertures. Donc voûte en berceau pour l'art roman et croisée d'ogives pour l'art gothique. Ce sont souvent les grandes caractéristiques et les grandes catégories que l'on a à l'esprit. Bon, néanmoins, il faut relativiser cela aussi parce que on a des bâtiments romans datant de l'époque romane avec des croisées d'ogives. Vous savez que pour la croisée d'ogives, c'est en fait un système physique de répartition des forces. Au lieu d'avoir la force répartie sur 2 ou 4 piliers, et donc ça oblige à faire des piliers mastiques, costauds pour pouvoir soutenir le poids du bâtiment, on va rompre la force grâce à ces ogives croisées, et la force étant mieux répartie sur le bâtiment, on peut faire des piliers qui vont être plus fins et qui peuvent monter davantage sans qu'il y ait de risque que le bâtiment s'effondre. Enfin, normalement, puisque la cathédrale de Beauvais, qui a longtemps été la cathédrale dont la nef était la plus élevée, s'est effondrée à plusieurs reprises. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les historiens de l'art tendent à montrer qu'il n'y a pas de rupture entre le roman et le gothique, qu'il y a des continuités, que les deux styles ont pu cohabiter et que certaines régions ont pu mêler les deux éléments. Il y a une dissymétrie, une asymétrie dans le développement de ces styles et en tout cas on a dépassé aujourd'hui le cadre un petit peu binaire d'une opposition farouche entre les deux éléments. Après y avoir essayé donc de définir ces éléments de propre au style roman, voyons un petit peu le contexte dans lequel il s'est établi. Vous savez que dans les grandes phases artistiques de l'Occident, il y a l'époque carolingienne, donc autour du IXe siècle, Charlemagne étant couronné empereur en l'an 900, et cette époque que les historiens généralement parlent de renaissance carolingienne. On a effectivement un renouveau de l'art qui s'accompagne d'une stabilité politique et d'un progrès économique et commercial. Et puis il y a cette deuxième période qui est autour de l'an 1000, où là aussi on a un nouvel essor de l'Occident. Vous avez un moine historien extrêmement célèbre, Raoul Glaber, qui dans ses chroniques a cette formule qui est passée à la postérité et qui est souvent reprise, où il dit que la France se couvre d'un blanc manteau d'église. Et effectivement, il y a une frénésie de la construction, et surtout de la construction avec des pierres. Et donc on a à la fin du Xe siècle des changements économiques qui fait qu'il y a une amélioration des richesses. Alors c'est dû notamment à l'invention ou à l'amélioration de nouveaux outils qui permettent d'avoir une meilleure production agronomique. Par conséquent,
on a plus de facilité pour consommer, on meurt un peu moins de faim, on est un peu moins soumis aux disettes et aux famines. Et puis, ça correspond aussi à une période de réchauffement climatique. Alors, c'est intéressant l'histoire du climat, mais pour aller dans les grandes lignes, vous avez au XIIe, XIIIe siècle un réchauffement climatique qui, dans les températures en France et en Europe, étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. On a des textes, par exemple, de cette époque où il est fait mention de fait que les fraises mûrissent à Noël dans un monastère proche de la frontière rhénane. On sait également que, grâce au recoupement qu'on a pu faire donné par les textes, donc les températures étaient plus élevées. À partir du XVIe, XVIIe siècle, on a au contraire un refroidissement, ce que les historiens appellent le petit âge glaciaire, et il semblerait, je dis bien il semblerait parce qu'on n'en est pas certain, que l'on ait un réchauffement climatique aujourd'hui. En tout cas, il fait plus chaud aujourd'hui que ce qu'il y avait au XVIIIe siècle, mais bon, après, la question du réchauffement climatique, c'est une autre question. Toujours est-il que ce réchauffement climatique avéré au XIIIe siècle permet un essor de l'agriculture. Comme il y a moins de gel, il y a moins de pluie, donc on mange davantage à sa faim puisque les cultures ne sont pas détruites. Par conséquent, il y a un enrichissement des populations et cet enrichissement va se marquer dans la pierre. Premier événement, phénomène, donc le phénomène économique. Deuxième phénomène qui est aussi l'instauration en Europe d'une période de paix. Le XIIe siècle voit l'arrêt des grandes incursions menées à la fois par les Scandinaves, ceux qu'on appelle les Vikings, c'est la fin également des incursions menées par les Hongrois, et donc qui viennent plutôt d'Europe de l'Est, et on arrive aussi à calmer les incursions sarrasines. Alors ça reste limité à l'arc méditerranéen, la péninsule ibérique, voilà, les Sarrasins sont installés, et c'est le début de la reconquête menée par les Espagnols. Il y a encore des incursions en Corse, à Gênes et puis en Provence, mais enfin, sinon, le centre de l'Europe n'est plus touché par ces attaques. Parallèlement à cela, on met en place la paix de Dieu. Nous avions d'ailleurs consacré une émission à ce mouvement de la paix de Dieu, ce qui permet de limiter là aussi la violence guerrière à l'intérieur de l'Europe. Toujours au niveau économique, on a de grands défrichements qui se mettent en place. Donc si on défriche, on coupe les forêts et donc on ouvre de nouveaux espaces pour l'agriculture et pour les champs. Vous savez qu'il y avait en France beaucoup moins de forêts au XIIIe siècle qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à peu près 20% du territoire français qui est forestier. Au XIIIe siècle, c'était beaucoup moins, probablement autour de 10%. On a fortement augmenté le territoire forestier entre le XIIIe et le XXIe siècle. Il y a aussi donc l'invention de nouvelles techniques, j'en ai évoqué, par exemple le collier d'épaule, qui permet de mieux tracter, et puis aussi une amélioration dans les engrais. Alors les engrais, ça permet, notamment par la sélection des engrais et du fumier, puisque le fumier est utilisé comme engrais, ça permet d'avoir une plus grande croissance au niveau de l'agriculture. Donc on a une croissance démographique. Et on est dans ce cadre un petit peu vertueux. Alors tout n'est pas rose au XIIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe siècle, tout n'est pas rose, mais enfin, on a quand même un cercle un petit peu vertueux avec la paix intérieure, enfin un affaiblissement des guerres, avec un climat un peu plus tempérant, avec une production économique de plus grande importance, un enrichissement, et donc des villes qui veulent montrer leur importance, et aussi le grand début du mouvement d'urbanité. Et comment montrer qu'on est une ville importante? En ayant un beau bâtiment au centre de sa ville, qui sont pour l'essentiel des bâtiments religieux. Et comme parallèlement à cela, on a le développement des ordres monastiques, Cluny aussitôt par exemple pour les plus importants, eux aussi cherchent à montrer leur importance et leur influence par la construction de grands monastères qui vont faire la joie du mouvement d'art roman.
Vous êtes sur Radio Espérance, émission L'Arche de l'Histoire présentée par Jean-Baptiste Noé. Cette semaine, nous évoquons l'art roman, son développement, et en première partie d'émission, nous avons vu un petit peu les conditions des temps, les conditions des choses qui permettent d'expliquer pourquoi il y a eu ce développement important de ce nouvel art entre le XIe et le XIIIe siècle. Alors si vous le voulez bien, nous allons rentrer maintenant dans quelques éléments techniques. Je ne vais pas vous abreuver d'éléments techniques parce que il y aurait beaucoup à dire, mais au moins les principales caractéristiques de l'art roman, surtout si on regarde des monuments religieux. Ça permet comme ça, lorsqu'on se balade à travers la France, de pouvoir voir justement et observer ces monuments et de pouvoir faire une lecture. Alors vous savez que un élément essentiel pour ces monuments, c'est de transmettre la foi. La conception, le rapport à la foi que l'on a à l'époque médiévale est différente de celle qu'on a aujourd'hui. On a une vision beaucoup plus globale, mais il ne faut pas non plus penser que l'ensemble de la population était chrétienne. C'est souvent une erreur que l'on fait de penser le XIIIe siècle ou le XIIe siècle comme une époque chrétienne, une sorte de chrétienté universelle. Ce qui est le trait commun des populations, c'est la superstition et c'est le conformisme. Il y a des chrétiens, mais même si on est baptisé, ce sont davantage des populations qui restent quand même très marquées par la superstition, par une pratique religieuse qui nous surprendrait beaucoup et qu'on aurait beaucoup de mal aujourd'hui à qualifier de chrétienne, pas simplement dans les rapports humains, mais ne serait-ce que dans la pratique religieuse. Donc, le défi qui se présente au clerc, c'est d'évangéliser les populations, et qui sont certes peut-être baptisées, mais qui restent à évangéliser. Et donc, le bâtiment devient un bâtiment de combat, ça devient un centre, un pôle de l'évangélisation, et il doit servir à propager la foi. Comment cela? Eh bien, d'abord en étant suffisamment spacieux pour accueillir des fidèles afin que la messe puisse être célébrée. Enfin, la fonction première d'une église, c'est quand même d'avoir un bâtiment où on peut célébrer la messe ailleurs qu'en plein air, ce qui évite de subir les affres des intempéries. Et puis, c'est aussi un lieu d'évangélisation, notamment par la présence des sculptures. Pensons à ces immenses tympans sculptés. Le plus célèbre, c'est celui de Conques, qui est probablement un des sommets de l'art roman. Si vous avez l'occasion de vous rendre à Conques, dans le Massif central, en Auvergne, eh bien, on peut admirer ce tympan, qui est celui de l'Apocalypse, qui est celui où l'on sculpte ce qu'est le paradis et ce qu'est l'enfer. On voit les âmes damnées qui vont en enfer et les âmes légères qui vont vers le paradis. Là, ça parle, c'est une évangélisation par la vue. Et donc, les populations qui voient cela comprennent ce qu'est l'eschatologie chrétienne. Et puis, de même, par la présence des statues de la Vierge Marie, des statues des saints, eh bien, on cherche là aussi à évangéliser les populations et à leur montrer comment il faut appréhender la foi chrétienne. Alors, quelques éléments de ces bâtiments. Tout d'abord, il y a, si je vais de l'entrée jusqu'à la fin du bâtiment, le tympan, bien évidemment. Le tympan qui est à ses débuts assez sobre et qui va devenir de plus en plus décoré, puisque le tympan n'est pas simplement un objet purement fonctionnel qui permet de tenir la porte, mais qui va être décoré à la fois pour magnifier la maison de Dieu et également pour participer à l'instruction religieuse. Donc j'ai parlé de l'Apocalypse et du jugement dernier comme on l'a sur le tympan de Conques. On a aussi souvent la représentation des évangélistes, des apôtres, de la Vierge Marie, puisqu'on veut aussi développer le culte marial. À l'intérieur du bâtiment, vous avez la nef qui peut avoir une ou plusieurs travées, et donc la nef va être partagée. Vous avez au fond le transept qui va notamment dans les grands bâtiments séparer les différentes chapelles. Vous avez le chœur, bien évidemment, où est célébrée l'Eucharistie, et puis où se réunissent aussi soit les moines, soit les prêtres qui célèbrent. Et puis, dans ce bâtiment, il y a tout autour éventuellement un déambulatoire dans lequel les populations peuvent bouger. La messe à l'époque médiévale est un peu plus
peut plus remuer qu'aujourd'hui. Puis vous savez qu'il n'est pas rare qu'il y ait aussi des animaux qui entrent dans l'église, donc ça fait quand même une sorte de remue-ménage assez important. Et puis, au cœur de l'église, il y a bien évidemment les reliques. Nous sommes en pleine croissance des reliques. Il y a autour de ces reliques de grandes vénérations qui se font jour, et donc les bâtiments qui ont des reliques importantes deviennent des centres de pèlerinage. Conques, c'est certes un lieu de passage qui permet d'aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est aussi une église où est située les reliques de Sainte-Foy de Conques. Et là aussi, si vous y avez été, ou si vous avez pu voir quelques images des reliques de Sainte-Foy de Conques, ce sont des objets absolument magnifiques, un travail d'orfèvrerie, de ciselure de l'or, d'incrustation des pierres qui est merveilleux, et on se rend compte que cet art roman n'a absolument rien d'archaïque, de dégénéré ou autre, mais qu'il est au contraire d'une toute très grande beauté. Autour des reliques se développe donc la construction de ces reliquaires. J'évoquais Sainte-Foy de Conques, mais là, on va reprendre des techniques qui ont été élaborées notamment à l'époque byzantine, et ça nous permet donc de voir qu'il y a beaucoup de passages entre l'orfèvrerie byzantine et l'orfèvrerie européenne, même si on met également en place de nouvelles techniques. Donc il faut travailler les métaux précieux, ça sous-entend aussi qu'il faut avoir accès à ces métaux précieux, il faut savoir travailler les pierres, et puis ce qui est souvent travaillé, ce sont par exemple les émaux ou les camées, et puis également les ivoires. Donc l'art roman est une période aussi où on a d'importantes statues en ivoire, souvent assez petites parce que l'ivoire est rare et cher, et on va avoir comme ça des vierges qui sont sculptées et qui permettent aussi donc de développer là aussi la piété dans ces immenses reliquaires qui sont transportés, puisque un reliquaire n'a pas pour fonction principale de rester dans une église, mais il est transporté lors des processions, et plus le reliquaire est riche et beau, et plus ça montre la puissance de la région. On a par exemple dans la région de Limoges tout un art, tout un travail artisanal du travail de l'orfèvrerie qui est reconnu par les historiens, qui était reconnu aussi à l'époque, et on a là toute une école d'orfèvrerie dans la région de Limoges, qui est importante. Autre élément où l'art roman se fait jour, c'est dans les enluminures. Alors, là aussi, le but de l'enluminure, c'est de décorer les livres, mais pas seulement, puisque l'enluminure a aussi une fonction d'apprentissage, de propédeutique. Alors vous savez que ces manuscrits coûtent pour être fabriqués, puisqu'ils sont tous réalisés à la main. Je vous invite éventuellement à vous rendre, si vous avez l'occasion, au musée de Dijon, où l'on conserve quelques manuscrits qui étaient présents à l'abbaye de Cîteaux. À Cîteaux, ils ont aussi des manuscrits, alors quelques manuscrits véridiques et d'autres qui sont des photos, où l'on peut là aussi admirer la beauté de ces manuscrits avec une écriture qui est toujours similaire, alors un peu compliqué à lire parce que c'est une autre manière d'écrire les lettres, la graphie est différente, mais enfin dès que on s'adapte à ce type d'écriture, on peut lire tous les manuscrits, c'est exactement comme une typographie. Et puis il y a ces enluminures magnifiques qui sont réalisées, notamment ces lettrines, souvent superbes, dans lesquelles on va peindre soit des fêtes religieuses, par exemple, on va faire des représentations du couronnement de la Vierge Marie, ou bien de la Pentecôte, ou bien de la Passion du Christ, mais on représente aussi des éléments de la vie quotidienne, et donc c'est aujourd'hui un outil précieux pour comprendre comment les personnes de l'époque pouvaient vivre. On a souvent des scènes, par exemple, de bûcheronnage, de vendange, des scènes de bataille aussi qui sont représentées dans ces enluminures, ce qui sous-entend qu'on maîtrise très bien la pigmentation, puisqu'il faut peindre, et donc il y a un travail de réalisation des pigments et de maîtrise des couleurs, et puis on maîtrise aussi tout un art extrêmement soigné dans la réalisation de ces peintures, qui sont souvent superbes. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des représentations médiévales que l'on a, ce sont des enluminures. On a très peu de tableaux, surtout au XIIe, XIIIe siècle, parce qu'ils ont disparu. Peut-être qu'on peignait, mais on en a peu. Il n'y avait pas encore la méthode de la peinture à l'huile qui permettait de fixer les couleurs. Et donc, finalement, les représentations picturales
que l'on a aujourd'hui, hormis les tapisseries, ce sont les enluminures, et c'est elles qui nous donnent des indications sur la manière dont l'époque médiévale représentait la vie quotidienne. Alors parmi les grands bâtiments de l'art roman, alors on a évoqué Conques, bien évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais au moins les principaux, ceux qui figurent parmi les plus connus. Vous avez l'église de Saint-Nectaire en Auvergne, dans le village éponyme. Saint-Nectaire qui a un grand avantage, c'est que la polychromie demeure, donc on peut voir encore des couleurs éclatantes. Vous avez également les abbayes, alors l'abbaye de Cluny a été détruite, donc il ne reste plus grand-chose, mais c'était aussi un des grands bâtiments majeurs de la roman. Vous avez aussi l'église de la Chaise-Dieu, vous avez également Vézelay, qui figure parmi les grands bâtiments romans. Vous avez l'abbaye Saint-Pierre à Moissac, vous avez aussi la cathédrale d'Autun, qui sont aujourd'hui parmi les bâtiments qui restent parmi les plus célèbres et ceux qui montrent le plus ce qu'a pu être cette grande importance de l'art roman. Et puis en Provence, par exemple, vous avez là aussi les grandes abbayes comme Sylvacane, par exemple, puisque la Provence et le Languedoc étaient des lieux importants dans le développement monastique. Et bien ces abbayes aussi marquent encore une présence de cet art roman qui s'illustre notamment dans les abbayes par la présence du cloître. Et c'est là-dessus que je terminerai, parce que le cloître a une fonction de détente. Il permet aux moines de vagabonder tout en étant protégés des intempéries, mais le cloître, c'est aussi une représentation du jardin d'Éden, c'est la raison pour laquelle il est toujours carré, ça remonte les 4 points cardinaux, avec au centre une fontaine, qui est l'image de la fontaine de Jouvence, et donc à travers l'image de ce jardin, du cloître, on voit qu'il y a à la fois une fonction utilitaire, mais toujours, à chaque fois, une fonction religieuse. L'art roman s'inscrit pleinement sous le regard de Dieu.